والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session avec à mes côtés mon ami et monsieur le directeur de la direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies du ministère de la Santé, Dr Youvi, et avec madame le docteur Saber. Donc je vous souhaite la bienvenue au 39e congrès de la Société marocaine des maladies respiratoires. Et je donne tout de suite la parole à M. Youvi pour qu'on puisse démarrer cette session. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers amis. Et longue vie à la Société marocaine des maladies respiratoires. Et encore une fois, mes félicitations pour toujours le succès et la réussite des congrès qu'elle organise. Et je réitère mes remerciements pour avoir pris l'habitude de programmer toujours une session tuberculose. On ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que nous gérons un programme national de santé publique qui vise à lutter contre ce fléau de santé publique dans notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons eu le privilège de nous avoir accordé la possibilité de vous parler du dépistage de la tuberculose, parce que chaque année, nous proposons à la SMMR deux ou trois thèmes, et d'habitude on s'accorde sur une thématique, et donc aujourd'hui on va parler du dépistage de la tuberculose, et c'est notre confrère au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Yassir Pirou, qui va nous faire cette présentation pour qu'on aborde d'autres thématiques que certainement les collègues vont présenter au fur et à mesure. Donc on passe directement, si vous le permettez, à Dr Yassir Pirou, cadre au niveau du service des maladies respiratoires à la direction de l'épidémiologie, pour nous entretenir du dépistage de la tuberculose. Je pense que Yassir, il a 20 minutes. 20 minutes à Yassir, pile. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je me remercie l'un membre du bureau national de la SMMR de l'invitation, de l'opportunité qu'elle nous offre chaque année donc, pour s'exprimer sur la thématique de la tuberculose. Donc, sans trop attendre, on va entamer la présentation relative donc, à la thématique du dépistage de la tuberculose maladie. Donc, nous avons adopté comme plan, donc, après l'introduction, de rappeler le contexte de la problématique de la tuberculose au niveau national, un rappel des définitions et des résultats attendus du dépistage systématique de la tuberculose, puis un rappel aussi des directives nationales en matière de dépistage de la tuberculose maladie, et enfin, donc, une présentation des différents algorithmes selon les différentes populations cibles du dépistage, et finir par une conclusion. Donc, en guise d'introduction, je me rappelais donc, que le dépistage de la tuberculose fait partie d'un des principaux leviers en matière de prévention de la tuberculose. Donc, à côté d'un dépistage et un traitement précoce de la tuberculose, notamment chez les groupes à haut risque. Donc, à côté de la vaccination par le BCG systématique, donc, notamment dans les pays, chez les nouveau-nés et dans les pays endémiques. À côté de traitement préventif de la tuberculose chez les groupes à risque. Enfin, comme élément, donc la lutte contre la transmission de l'infection, que ce soit au niveau des milieux de soins, que ce soit au niveau des milieux de foyer. Et l'ensemble de ces éléments donc, permet de rompre finalement la chaîne de transmission du bacille autour d'un cas de tuberculose maladie et empêcher aussi donc, le développement de nouveaux cas de tuberculose maladie à partir d'états préexistants d'infection. Donc tout ceci permet de réduire de manière plus globale la charge de morbidité de la tuberculose, que ce soit en matière de diminution de l'incidence ou de la prévalence de la maladie. Donc, concernant la charge de morbidité de la tuberculose au niveau du Maroc, donc, selon le dernier rapport de l'OMS datant de 2024, qui aura donc c'est l'incidence de la maladie au niveau du Maroc entre la période de 2010 et 2023, donc on note une diminution. Donc la courbe en vert représente finalement l'incidence estimée par l'OMS, et la courbe en noir représente les cas enregistrés par le Programme national de lutte anti-tuberculose. Et on note par rapport à la première période entre 2010 et 2016
une stagnation des cas donc, estimés entre 101 et 103 cas pour 100 000 habitants. Puis, on a noté une diminution à partir de 2016 jusqu'à 2023, en passant de 103 cas à 92 cas pour 100 000 habitants. Pendant la même période, les cas enregistrés, donc, on a enregistré aussi une stagnation allant de 2010 à 2016, des cas enregistrés allant de 87 à 90 cas pour 100 000 habitants, puis une diminution jusqu'à l'année 2020, l'année de l'épidémie de la Covid, on a enregistré une diminution des cas enregistrés, en tout cas, et de la détection des cas de tuberculose, dû au problème d'accès des patients aux soins. Puis à partir de 2019 jusqu'à 2023, on a commencé à enregistrer davantage des cas de tuberculose en passant de 79 à 86 cas pour 100 000 habitants. Donc on note une réduction entre l'écart entre les cas estimés par l'OMS et les cas qui sont enregistrés au niveau de programme pendant cette dernière période, en tout cas les derniers 4 ans. Donc on a pu finalement donc, réduire l'écart entre ce qui est estimé et ce qui est enregistré à seulement 2500, alors qu'autrefois, il y avait un écart de 5000 à 6000 cas par an. Donc, ce qui témoigne finalement des efforts en matière de dépistage faits au niveau du programme, que ce soit en matière des directives ou les référentiels qui ont été mis à jour, en matière de formation des personnels de santé sur les directives en matière de dépistage, que ce soit en matière des équipements des structures, les CDTMR, en matière des équipements de radiologie, notamment numérique. Donc, et tout ceci a pu contribuer finalement à détecter davantage de cas donc, à travers les années. Alors, par rapport à la stratégie de dépistage systématique de tuberculose, donc, il constitue une intervention en tout cas majeure en matière de lutte anti-tuberculose. Donc, le Maroc donc, a pu donc, adopter donc, à travers donc, la stratégie mondiale de l'OMS qui est de mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose d'ici 2035. Il y a une composante au niveau du premier pilier relatif au diagnostic précoce de la tuberculose et un dépistage systématique, que ce soit le sujet contact ou les autres groupes à risque. Donc à partir de là, on a élaboré son propre plan stratégique national couvrant la période entre 2024 et 2030. Et dans le premier objectif de ce PSN, donc, il y a 2 actions stratégiques, à savoir l'identification des cas présumés de tuberculose parmi les consultants porcines respiratoires, et une deuxième action relative au dépistage systématique des contacts, des PVVH et d'autres groupes à risque identifiés. Donc, pour rappel, donc, la définition d'un dépistage systématique de la tuberculose maladie, donc, selon l'OMS, donc, il est défini comme étant une identification systématique dans un groupe cible prédéfini des cas présumés atteints de tuberculose maladie, à travers une évaluation des symptômes et une évaluation basée sur des tests ou des examens ou d'autres procédures pouvant être appliquées rapidement. Ce dépistage il est principalement initié par le prestataire, mais il peut être passif comme il peut être actif. Il cible principalement les personnes, ils peuvent cibler les personnes qui ne cherchent pas à obtenir des soins de santé, comme il peut cibler des personnes qui cherchent à se faire soigner, soit pour des symptômes compatibles avec la tuberculose, soit pour d'autres problèmes de santé donc, et qui ont recours aux structures de soins et vont en profiter pour leur proposer un dépistage de la tuberculose. Alors, il faut distinguer le dépistage de la tuberculose maladie des tests de dépistage de l'infection de tuberculose, donc à travers l'utilisation des tests immunologiques, que ce soit l'IDR, ou les tests IGA, ou nouvellement les tests antigéniques spécifiques. Alors, l'intérêt, en tout cas, les résultats attendus d'un dépistage systématique selon le MES toujours, donc il y a des résultats individuels et d'autres communautaires. Sur le plan individuel, donc on note, il y a comme résultat attendu, c'est la diminution de retard de diagnostic, un traitement plus précoce de la tuberculose, ce qui permet d'améliorer les résultats et éviter finalement donc, les conséquences, notamment avec une diminution du coût de traitement et des pertes financières et du risque des conséquences sociales par rapport au patient et sa famille. Et sur le plan communautaire, donc, il y a aussi donc, une diminution de l'infectiosité et de la prévalence des cas infectieux dans la communauté, ce qui permet finalement de réduire la transmission de l'infection dans la communauté et finit par diminuer l'incidence et la prévalence de la tuberculose. Alors, les directives nationales émettent bien sûr donc, des recommandations, en tout cas des lignes directrices
sur le dépistage de l'OMS. Donc, il y a eu d'abord en 2013 sur le dépistage donc, systématique de la tuberculose. Puis il y a eu aussi donc, une mise à jour en 2021. Et à partir de là, donc, le programme a adopté ces nouvelles recommandations donc, à travers donc, des réunions avec le comité technique. Et on a pu donc, élaborer nos propres directives nationales, donc, avec l'élaboration d'un certain document, notamment des procédures opérationnelles standards, donc des algorithmes pour le dépistage chez les groupes à risque en 2020. Puis il y a une série donc d'élaboration donc de diffusion de circulaires ministériels par rapport à des groupes à risque de manière spécifique, notamment les sujets contacts et les PVIH en 2023 et en 2024. Alors l'approche de détection de la tuberculose donc varie selon la catégorie de population. Alors, si on est devant, donc, soit que ce soit devant une population générale ou il y a des groupes à risque de tuberculose, si une personne se présente avec des signes, des symptômes compatibles avec la tuberculose, là, on est plutôt dans le premier cas de figure à gauche d'une démarche de diagnostic de la tuberculose. Par contre, donc, si la personne ne se présente pas avec des signes, mais qui a recours aux structures de soins pour d'autres problématiques, il faut se demander si le patient fait partie des groupes à risque de tuberculose. Il faut leur proposer un dépistage systématique de la tuberculose maladie. Donc, et dans le cas contraire, donc, on ne propose pas de dépistage. Alors, le choix parmi les groupes à risque donc, dépend finalement du risque relatif de la réactivation de la tuberculose une fois qu'on est infecté. Alors, dans les différentes catégories de population, ce risque donc varie. Donc, notamment, il est plus important chez les personnes vivant avec le VIH, chez les contacts trop prolongés, chez les candidats à une transplantation d'organes ou à une greffe, c'est les patients en insuffisance rénale terminale nécessitant une hémodialyse, c'est les patients anti-TNF-alpha, donc on voit parmi tous ces patients donc un risque plus élevé par rapport à la population générale, d'où donc le choix le programme de retenir finalement les catégories suivantes. Donc, il faut distinguer entre deux catégories qui sont ciblées par un dépistage thématique. Il y a ceux qui vont nécessiter un traitement préventif de la tuberculose et ceux qui ne vont pas nécessiter un traitement préventif de la tuberculose une fois qu'ils sont dépistés. Alors, la première catégorie à gauche, donc, parmi les personnes qui ne sont pas ciblées par le traitement préventif, mais qui ont besoin finalement d'un dépistage de manière systématique, c'est les détenus, les migrants, les réfugiés et les diabétiques. Et la deuxième catégorie, c'est tous les patients qui sont ciblés par le traitement préventif. On trouve parmi donc, à leur tête les sujets contacts, bien sûr, les personnes vivant avec le VIH, et les autres groupes qui sont ciblés par le traitement préventif, à savoir les patients candidats à traitement anti-TNF ou à d'autres biothérapies, les patients en insuffisance rénale traités pour hémodialyse, les patients en préparation des greffes d'organes qui sont sous immunosuppresseurs, et enfin, les actuels ou les anciens mineurs de fond qui ont été exposés à la silice. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser finalement pour le dépistage? Donc, ces outils varient finalement selon d'abord le statut VIH et selon la catégorie d'âge. Donc, et plus on fait le choix donc finalement pour les outils, on peut faire le choix à la recherche d'un symptôme évocateur de tuberculose ou plusieurs symptômes à la fois. Alors, si on choisit plusieurs symptômes à la fois, ça, on améliore la sensibilité, on dépend de la spécificité qui va diminuer. Donc, on va utiliser plutôt la recherche des symptômes seuls ou associer finalement la radiographie thoracique. En tout cas, le programme a fait le choix, donc par rapport aux personnes séronégatives au VIH, de la recherche d'au moins un des symptômes évocateurs du tuberculose suivant. Donc, selon les enfants âgés de moins de 10 ans, il faut rechercher une toux, systématiquement une fièvre, une faible prise de poids, et chez le jeune enfant, une léthargie. Alors, présentons-moi un symptôme évocateur suivant, doivent faire donc nous pousser à une investigation diagnostique pour rechercher la maladie et confirmer la maladie. C'est la deuxième catégorie de population, donc à savoir les adolescents. Donc, on n'entend pas adolescents, c'est les personnes âgées de 10 ans à 19 ans, par rapport aux directives nationales. Et chez l'adulte, il faut rechercher de manière systématique au moins un des symptômes suivants: une toux, une hémoptysie, une fièvre, une perte de poids ou des sueurs nocturnes. Et il faut associer à cela, bien sûr, l'outil de dépistage, qui est donc rechercher toute anomalie évocatrice à la radiographie thoracique, sachant que presque 60 à 65% des cas, compilés à savoir la tuberculose pulmonaire et la tuberculose pleurale et la ganglionose thoracique, pourraient donc finalement avoir des anomalies à la radiographie thoracique qui nous permettra donc de dépister ces cas.
Alors, c'est la deuxième catégorie de population, donc c'est les personnes vivant avec le VIH. Donc, il faut rechercher sur le plan clinique, donc une recherche d'au moins un des 4 symptômes suivants qui sont recommandés par l'OMS. Donc, chez l'enfant, il faut rechercher une prise de poids insuffisante, une fièvre, une taux actuel ou des antécédents de contact avec un cas de tuberculose. Chez l'adolescent et l'adulte, il faut rechercher aussi une taux actuel, une fièvre, une perte de poids cette fois-ci, ce n'est pas une insuffisance de prise de poids, c'est une perte de poids plutôt de l'adulte, ou des sueurs nocturnes. Et bien sûr, il faut associer la radiographie thoracique pour rechercher toute anomalie évocatrice de tuberculose. Alors, la stratégie de dépistage adoptée par le CAM diffère selon les catégories de groupes ciblés par le traitement, selon les différentes catégories de groupes à risque. Donc, les groupes ciblés par le traitement préventif, il faut leur proposer, on préconise plutôt un dépistage parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un dépistage parallèle? C'est un dépistage qui est basé sur la clinique, la recherche d'un des symptômes évocateurs de tuberculose et une radiographie thoracique de manière simultanée. Et c'est la deuxième catégorie de population, c'est les groupes non ciblés par le traitement préventif. Là, on préconise plutôt l'utilisation d'un dépistage séquentiel positif, donc qui est basé sur la recherche d'au moins un des symptômes évocateurs de tuberculose, puis une radiographie thoracique si la clinique est positive. Alors, il y a quelques spécificités, je me rappelle quelques spécificités par rapport au dépistage chez les sujets contacts, notamment pour la définition du cas index. Alors, on entend pour cas index, par exemple, cas index, c'est le premier cas identifié d'un nouvel épisode de tuberculose qui peut comporter un risque de contaminer d'autres personnes et autour duquel une investigation du sujet contact doit être rapidement entreprise. Il n'est pas nécessairement le cas source. Alors, chaque fois que ce cas index présente l'un des critères suivants, il faut entamer une enquête autour du cas. Donc, le premier critère, il s'agit donc de la recherche d'un cas de tuberculose respiratoire confirmé pathologiquement. Donc, on entend la tuberculose respiratoire, c'est la tuberculose pulmonaire, la tuberculose laryngée. Le deuxième critère, c'est un cas de tuberculose pharmacorésistante. Le troisième critère, lorsque le patient index présente, il est séropositif au VIH. Et le quatrième critère, lorsque le cas index est âgé de moins de 5 ans. À chaque fois qu'on a un de ces critères, il faut donc entreprendre une enquête autour du cas. Alors, quels sont les contacts à dépister de manière en priorité? On a 3 catégories donc, qui sont à dépister en priorité. Le contact étroit domestique, d'abord, il est défini comme étant une personne qui a partagé le même espace de vie fermé que le cas index pendant une ou plusieurs nuits ou pendant des périodes diurnes fréquentes ou prolongées, au cours des 3 derniers mois précédant le début de traitement chez le cas index. Donc, à titre d'exemple, on a les personnes qui partagent le même foyer, la même cellule de prison ou la même chambre d'internat, ainsi de suite. La deuxième catégorie, il s'agit de contacts étroits non domestiques. Donc, elle est définie par l'OMS comme étant une personne qui n'a pas partagé le même espace de vie fermé que le cas index, mais qui a partagé le même espace clos pendant des périodes prolongées, diurnes ou nocturnes, au cours des 3 mois qui précèdent le début de traitement. Donc, à titre d'exemple, c'est les personnes qui partagent le même lieu de travail, donc la même classe scolaire, et ainsi de suite. Et enfin, la troisième catégorie, c'est tous les contacts de tout âge avec des signes ou des symptômes évocateurs de tuberculose. Donc, les algorithmes qu'on a adoptés au niveau du programme, d'abord, le premier algorithme relatif aux démarches diagnostiques de la tuberculose, c'est une personne que consulte pour des symptômes évocateurs de tuberculose. Donc, à chaque fois qu'on a une personne qui se présente avec des symptômes évocateurs de tuberculose pulmonaire, il faut leur demander bien sûr une radiographie thoracique. Si présente des anomalies, il faut passer au test de diagnostic, notamment les tests bactériologiques, notamment de nouvelle génération, les tests de diagnostic rapide à travers l'expert MTBLF. Donc, si la radio se révèle finalement normale, il faut se poser la question si la personne fait partie d'une catégorie de population des groupes à risque de tuberculose. Si c'est le cas, on passe au test diagnostique. Si ce n'est pas le cas, s'il s'agit d'une population générale, il faut une évaluation clinique selon l'indication. Le deuxième algorithme relatif au dépistage systématique chez les contacts étroits. Donc là, on préconise plutôt un dépistage en parallèle basé sur tous symptômes de tuberculose, la recherche de tous symptômes évocateurs de tuberculose et la radiographie thoracique. Alors, si la présence d'au moins un des symptômes évocateurs de tuberculose qu'on a vu tout à l'heure, ou qu'il y a une anomalie à la radiographie thoracique, on passe au test de diagnostic rapide.
Dans le cas contraire, il faut évaluer le patient, bien sûr, pour initier éventuellement le traitement préventif chez ce sujet contact. L'algorithme suivant, donc, par rapport aux groupes, les personnes vivant avec le VIH, on a deux catégories d'algorithmes. Le premier, on le préconise au moment du diagnostic du VIH ou au moment de l'initiation d'un traitement préventif de la tuberculose. Alors, il s'agit d'un dépistage en parallèle, basé sur la recherche d'un des 4 symptômes évocateurs de tuberculose qu'on a vu tout à l'heure, plus une radiographie thoracique faite de manière simultanée. Alors, si le dépistage clinique ou la radiographique s'avère donc présente une anomalie, on passe au test de diagnostic. Dans le cas contraire, donc on va voir initier le traitement préventif s'il n'y a pas de contre-indication chez ce patient. Alors le deuxième algorithme, on va le préconiser dans les situations où la personne vient lors des consultations de suivi. Ce n'est pas bon au diagnostic. Là, on va préconiser plutôt un dépistage séquentiel positif basé sur la recherche d'un des 4 symptômes évocateurs de tuberculose, puis une radiographie thoracique. Alors, si la clinique se révèle positive, donc on va demander la radiographie thoracique. Si la radiographie révèle des anomalies, on passe au test diagnostique. Celui-ci représente le dépistage systématique chez les groupes cibles de traitement préventif, hormis les PV-VIH, hormis le séjour de contact qu'on vient de voir. Là aussi, on préconise plutôt un dépistage en parallèle, toujours basé sur la recherche au moins un des symptômes évocateurs de tuberculose et une radiographie thoracique de manière simultanée. Alors, si l'un ou l'autre, que ce soit la radiologie ou la clinique, se révèle donc positive, on passe au test diagnostique, notamment l'expert MTBRIF. Dans le cas contraire, il faut évaluer la personne pour initier éventuellement un traitement préventif chez ce patient. Donc, cet algorithme représente le dépistage systématique de la tuberculose. Donc, chez les autres groupes qui ne sont pas ciblés par un traitement préventif, notamment les diabétiques, les détenus, les migrants et les réfugiés, là, on préconise plutôt un dépistage séquentiel positif, c'est-à-dire on recherche d'abord les symptômes. Et si les présence au moins un des symptômes évocateurs de tuberculose, on passe à la radiographie thoracique dans un deuxième temps. Si se présente des anomalies, on passe au test diagnostique. Alors, quelques spécificités par rapport au dépistage chez le diabétique. Alors, chez tout diabétique, au moment du diagnostic du diabète et à chaque consultation, il faut proposer un dépistage de la tuberculose. Alors, on propose plutôt un dépistage séquentiel positif, comme celui présenté dans l'algorithme, mais on peut aussi, dans certaines situations, présenter un dépistage radiologique ciblé. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est en cas d'absence de symptômes évocateurs de tuberculose, mais le contrôle du diabète n'est pas satisfaisant malgré l'optimisation du traitement diabétique. Donc, on peut demander une radio d'emblée, même si la clinique n'est pas présente. Alors, en cas d'un résultat positif suite à un dépistage, là, le diagnostic doit être établi par une évaluation basée sur un ou plusieurs tests de diagnostic. Notamment, l'OMS recommande plutôt l'utilisation des tests rapides, notamment l'expert MTBRIF ou les FLAM. D'accord? Alors, les tests de diagnostic dépendent finalement de ces tests rapides, dépendent du statut VIH. Si le patient est séronégatif au VIH, il faut demander à la fois de manière simultanée un expert MTBRIF plus un test urinaire et les flammes. Par contre, s'il est séronégatif au VIH, on demande seulement l'expert MTBRIF. Alors, la place des tests conventionnels comme l'examen d'Iagde-Frotti, il est utilisé en deuxième attention, c'est l'expert non disponible. Et la culture reste de mise pour certaines situations, notamment pour les tuberculoses extrapulmonaires, où le rendement de l'expert MTBRIF n'est pas très bon. Donc, en conclusion, la contribution de tous les acteurs actifs en matière de lutte anti-tuberculose est nécessaire dans les efforts de détection de la tuberculose, notamment les professionnels de santé au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé. Il y a aussi la contribution aussi des médecins généralistes, autant que les médecins spécialistes, que ce soit les pneumophthiseurs ou les autres spécialistes responsables des autres organes. Aussi la contribution des autres acteurs communautaires peuvent contribuer finalement au dépistage, à la détection des cas de tuberculose, notamment avec leur contribution lors des campagnes de dépistage. Et enfin, le respect des directives nationales en matière de dépistage est nécessaire pour une meilleure efficacité, une meilleure efficience en matière de dépistage.
Il faut aussi l'intégration du dépistage systématique chez les groupes à risque de tuberculose dans les activités de routine et ne plus attendre finalement des campagnes de dépistage, notamment pour les séjours contacts. C'est une activité de routine qui doit se faire de manière tout au long de l'année. Enfin, il faut une généralisation des traitements préventifs chez les différents groupes à risque qui sont indemnes à la tuberculose. Une fois qu'ils ont bénéficié d'un dépistage, qui sont révélés indemnes de tuberculose, il faut leur proposer de manière systématique un traitement préventif si on veut espérer finalement diminuer l'incidence et éliminer la tuberculose d'ici 2030 dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Pirot, pour cet excellent exposé qui certainement va susciter beaucoup de discussions tout à l'heure. On va regrouper à la discussion à la fin et je donne tout de suite la parole au professeur Bourkadi pour nous parler de la tuberculose et diabète. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, à mon tour de remercier la SMMR qui organise chaque fois une séance spéciale tuberculose. Donc, c'est très intéressant parce que la tuberculose, malheureusement, reste toujours un problème de santé publique dans notre pays. Donc, on va étudier aujourd'hui le chapitre tuberculose et diabète, donc l'association. C'est comme ça. Voilà, donc le diabète, on va le voir, augmente le risque de la tuberculose, M. Pirot l'a dit. La tuberculose peut déséquilibrer le diabète et rendre son contrôle difficile, d'où donc la gestion intégrée de la tuberculose chez les personnes diabétiques permettrait un meilleur contrôle du diabète. Et l'intérêt du dépistage, donc on a parlé du dépistage, de la tuberculose chez les diabétiques et le diabète chez les patients atteints de tuberculose, donc il faut faire un dépistage bidirectionnel. Alors, un petit mot sur l'épidémiologie du diabète. On sait que le diabète est parmi les maladies émergentes qui sont en train d'augmenter dans le monde. Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990, donc en 30 ans, à 830 millions. Donc il a quadruplé en, on va dire, à peu près 30 ans. En 2021, le diabète, la néphropathie diabétique ont entraîné plus de 2 millions de décès et environ 11% des décès d'origine cardiovasculaire étaient en rapport avec une hyperglycémie. Donc, on sait que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Alors au Maroc, selon les données du ministère, plus de 2,5 millions de personnes âgées de plus de 18 ans ont un diabète et plus aussi de 2 millions, à peu près 2,5 millions sont en état prédiabétique, dont 50% sont des femmes. Et chaque année, on a 90 000 à 100 000 nouveaux cas de diabète enregistrés. Le nombre de personnes touchées par cette maladie ne cesse d'augmenter chaque année. C'est le mode de vie, le mode d'alimentation. Et 50% de l'ensemble des diabétiques, malheureusement, méconnaissent leur maladie. C'est une maladie quand même qui est grave sur le plan épidémiologique. La tuberculose, on le sait, donc c'est 10 millions. Donc le dernier rapport de l'OMS 2024 paru en novembre dernier, plus de 10 millions, à peu près 11 millions de nouveaux cas estimés en 2023, avec 1 250 000, une diminution de la mortalité, 1 250 000 décès par an, ce qui fait la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Alors, le nombre de cas attribuables à certains facteurs de risque, il y a quand même, par exemple, 1 million de cas parmi les 10 millions sont en rapport avec une malnutrition, ou sous-alimentation, 750 000 par l'alcool, 700 000 c'est le tabagisme, et le diabète, c'est 380 000 cas de tuberculose associés, donc qui sont dus au diabète, attribuables au diabète, de tuberculose attribuable au diabète. Alors, l'épidémiologie de la tuberculose, donc de l'association, donc j'ai pris 3 ou 4 méta-analyses. Cette première méta-analyse qui parle d'une incidence, une prévalence élevée de la tuberculose chez les patients diabétiques, en particulier dans les pays de forte prévalence. Cette deuxième méta-analyse, donc il parle d'un autre ratio, donc 47 articles retenus, 503 000 patients, plus de 503 000 patients. Il y a un odd ratio, donc il y a un risque relatif donc de 2,3.
Dans cette autre revue systématique de 13 études observationnelles, le diabète augmente le risque de contracter une tuberculose de 3 fois. Alors, par quel mécanisme? Le diabète affecte la réponse immunitaire, donc du système immunitaire, de la réponse immunitaire au Mycobacterium tuberculosis. Toutes les cellules sont atteintes, donc les cellules qui sont responsables de l'inflammation tuberculeuse sont atteintes par une production réduite des cytokines, une diminution du recrutement des leucocytes, une altération de la reconnaissance des pathogènes, un dysfonctionnement des neutrophiles, des macrophages, des cellules tueuses naturelles et une inhibition de l'activation du complément avec une inhibition des anticorps. Ce qui fait donc à l'inverse, la tuberculose la libération de cytokines secondaires à l'inflammation tuberculeuse va activer l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va augmenter la libération de cortisol, de catécholamine, de noradrénaline, d'hormones de croissance. Tout ça va favoriser l'hyperglycémie, va favoriser le diabète ou, s'il y a un diabète, le déséquilibre de ce diabète. Voilà. Cette étude cas témoin, donc il parle d'une hyperglycémie, que l'hyperglycémie au moment du diagnostic de la tuberculose est plus liée à une hyperglycémie induite par le stress de l'infection qu'un véritable diabète. C'est-à-dire, d'ailleurs, donc cette étude qui est faite en Tanzanie, donc a montré que lors du suivi des malades, 59%, 60%, jusqu'à 100% de malades vont devenir normoglycémiques. C'est-à-dire, ce diabète, c'est un diabète qui est secondaire à l'infection, qui va régresser, un diabète entre guillemets, cette hyperglycémie va régresser lors du suivi, lors du traitement correct de la tuberculose. On va le voir. Alors, ils ont mis dans cet article l'hypothèse qu'un épisode antérieur de tuberculose peut être un facteur de risque pour le développement de la tuberculose. Peut-être, à l'instar du diabète gestationnel, un malade qui a des antécédents de diabète, peut-être ce malade a risque de faire un diabète parce qu'il a entraîné, comme on a vu, un dérèglement au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ça peut être un facteur de risque de développement de la tuberculose. Donc la tuberculose peut induire une résistance à l'insuline, donc ça aussi c'est confirmé, cet article on en parle, donc il peut induire une résistance à l'insuline qui va favoriser aussi le diabète. Ce phénomène est lié probablement à un dérèglement de la lipolyse et du métabolisme des lipides et des adipocytes où il y a bien sûr une concentration donc, des BK, donc des bacilles du Mycobacterium tuberculosis. Alors voilà donc sur le plan mécanisme, sur le plan présentation clinique, est-ce que la présentation clinique chez le diabétique est différente? On peut dire que c'est oui. Donc selon cet article, donc on a donc chez les patients diabétiques surtout non contrôlés, il y a un amaigrissement plus important, 28% contre 42% contre 28% chez les malades qui ne sont pas diabétiques. Il y a une modification aussi de la présentation radiologique. Par exemple, dans cet article, on parle, donc en cas de dysglycémie, il y a plus de cavités, 84% versus 63% chez les non-diabétiques. Il y a plus de lésions bilatérales, il y a plus de lésions diffuses, une médiane plus élevée des segments pulmonaires touchés, 3 versus 2 en cas de diabète par rapport aux non-diabétiques. La même chose est reprise dans cet article qui parle, donc, chez les patients diabétiques, présente par rapport aux sujets non diabétiques plus de lésions multicavitaires. Donc, il y a plus de cavités, mais aussi il y a plus de lésions multicavitaires. Et la diffusion aussi, donc dans cet article, 42% ont une atteinte de plus de 4 à 8 segments. Et 27%, le quart du patient, ont plus de 8 segments pulmonaires qui sont atteints. La localisation est souvent pulmonaire, comme le montre cet article. Donc, il y a une positivité de la culture. Les formes pulmonaires sont plus importantes chez le diabétique que par rapport aux non-diabétiques. Et la tuberculose extrapulmonaire, donc il n'y a pas de différence significative entre les diabétiques et les non-diabétiques.
Le traitement. Est-ce qu'il y a un changement? Non. Donc le traitement de la tuberculose en cas d'association diabète-tuberculose est la même. Il n'y a pas de modification du régime thérapeutique. C'est le même régime thérapeutique, les mêmes posologies. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier chez les diabétiques sont des sujets à risque de faire une neuropathie, comme les alcooliques, comme la femme enceinte, la femme allaitante, la malnutrition, etc. Donc, il faut obligatoirement prévenir cette neuropathie en donnant chez l'adulte 25 mg de la vitamine B6, pyridoxine, et 1 mg kg par jour chez l'enfant sans dépasser 25 mg. Par contre, parfois, on peut avoir l'apparition d'effets indésirables sous forme de neuropathie chez le diabétique. Donc, on a dit que c'est un terrain à risque de neuropathie. Il faut connaître un petit peu les symptômes de ces neuropathies. Ça commence par des fourmillements, puis brûlures au niveau des pieds, puis une atteinte de la sensibilité, enfin une atteinte de la motricité. On n'espère jamais arriver à ça. Bien sûr, donc il faut diagnostiquer le malade au moment donc, des premiers symptômes pour les prévenir. Alors, comment pour les traiter? Il faut les prévenir avant, bien sûr, mais s'il y a apparition des effets secondaires, il faut les traiter. Alors, on les traite par une rééducation, en diminuant, en ajustant la dose de l'isoniazide. On sait que les Marocains, il faut probablement donner moins de 5 mg kg, donc on passe à 3 mg kg et on peut céder par le dosage de l'isoniazidémie. On traite la douleur par des anti-inflammatoires et des antalgiques et on donne la pyridoxine à dose curative et non pas préventive. Donc on peut aller jusqu'à 200 mg par jour et jusqu'à 2 mg kg par jour chez l'enfant. En cas de non-amélioration, on peut passer à des médicaments, à d'autres médicaments, l'amitriptyline, par exemple, en passant jusqu'à 150 mg, sinon la carbamazepine, sinon la gabapentin, et enfin la prégabaline, donc en augmentant les doses progressivement jusqu'à amélioration des symptômes de la neuropathie. Alors, concernant le traitement du diabète en cas d'association diabète-tuberculose, alors si on a le diabète équilibré, une glycémie correcte, une hémoglobine glyquée correcte, on va garder le même traitement. Ce n'est pas la peine de changer de traitement. Si le malade c'est hypoglycémie oraux, on ne change pas, sauf si le malade c'est sulfamide hypoglycémie. On sait qu'il y a une interaction médicamenteuse avec la rifampicine. En cas de sulfamide hypoglycémie, le diamicron par exemple, le Downil, etc. Dans ce cas, donc, il faut changer de famille thérapeutique et on peut donner toutes les autres familles thérapeutiques. Il y a 5 familles thérapeutiques en matière de diabète. On va voir le meilleur. Alors, s'il y a une découverte fortuite du diabète au moment du diagnostic de la tuberculose, là, on passe à l'insuline rapidement, donc directement. L'insuline va être poursuivie au moins jusqu'à la guérison de la tuberculose. Donc au bout de 9 mois de traitement, on va voir qu'on peut avoir une amélioration de la glycémie, on peut avoir même une disparition, comme on a vu, de cette hyperglycémie et ce diabète. Donc on va garder l'insuline jusqu'à guérison de la tuberculose, jusqu'à 2 mois, 3 mois, voire jusqu'à la fin du traitement, avec une surveillance quotidienne de la glycémie jusqu'à stabilisation, puis une fois par semaine. Alors, quel agent hypoglycémiant à utiliser? Alors, le meilleur traitement, ce qu'on a vu, ce que j'ai vu dans les études, c'est la metformine. Et le traitement de première ligne, il y a beaucoup d'avantages. Un faible risque d'hypoglycémie, il est efficace, aucune interaction avec la rifampicine, avec un faible coût. Et on peut passer jusqu'à 2 grammes par jour, 1 gramme 2 fois par jour de ce médicament. Il y a plusieurs articles qui parlent même d'une mortalité qui est diminuée à l'utilisation de la metformine, comme cet article sud-coréen qui montre qu'il y a 12%, donc une diminution 9,5% contre 12% pour un malade qui n'a pas utilisé la metformine, les diabétiques qui n'ont pas utilisé la metformine. Et puis aussi, donc, elle permet donc un taux plus élevé de négativation du BK au 2e mois et meilleurs résultats thérapeutiques, meilleure évolution thérapeutique de metformine par rapport aux autres médicaments antidiabétiques oraux. Alors, on va voir donc l'effet du diabète sur la réponse au traitement.
Donc, est-ce que le diabète va affecter les résultats thérapeutiques? Oui, on va voir qu'il y a un retard de négativation, risque de rechute, risque d'échec, etc. Donc, on commence par le retard de négativation. Donc, le retard de négativation de BK. On va voir donc que la culture va rester positive au deuxième mois de traitement. Donc, 21% versus 5% chez les malades qui sont 7% chez les malades non diabétiques, évolution non favorable, et le décès il est augmenté chez les malades qui sont diabétiques, surtout si le diabète est incontrôlé par rapport aux non diabétiques. Donc un retard de négativation, des cultures qui restent positives au deuxième mois de traitement, plus important chez les diabétiques, surtout diabétiques non contrôlés par rapport aux diabétiques contrôlés. L'échec thérapeutique, donc cet article, donc on parle donc 11% d'échecs chez les diabétiques versus 1,88% d'échecs chez les non-diabétiques. Donc c'est quand même 9 fois plus élevé l'échec, 9 fois plus élevé chez les patients diabétiques que chez les patients non-diabétiques. Cet article modère un petit peu, donc il y a l'échec diabétique, l'échec du traitement chez le diabétique, mais 3,5 fois plus élevé. Alors, les facteurs qui sont associés à cet échec thérapeutique, c'est les patients séropositifs, 14 fois quand même, les VIH, les cas de retraitement, les rechutes, les patients fumeurs et en cas de lésion étendue sur la radiographie thoracique, tous va favoriser l'échec thérapeutique chez les patients diabétiques. On sait qu'il y a des lésions étendues plus importantes chez les diabétiques que les patients non diabétiques. Le risque de décès, oui, donc il y a une augmentation de risque de décès, donc les diabétiques en rouge par rapport aux non-diabétiques en bleu. Il y a une augmentation de décès, donc c'est dans cette cohorte de 657 patients qui montre un impact du diabète sur la mortalité qui est plus importante, surtout chez les patients âgés de moins de 50 ans. Voilà. Le risque de décès est lié au déséquilibre du diabète, comme le montre cette étude. Donc, il y a une association significative entre le décès et le taux d'hémoglobine glycosylée. Chaque fois que le taux d'hémoglobine glycosylée est augmenté, il y a une augmentation du décès. Et dans cet article, ils ont mis un cut-off qui est 9,8, je ne sais pas pourquoi, mais Darush 10. Donc 9,8, donc il y a une augmentation de la pharmacorésistance. Il y a une augmentation de la pharmacorésistance en cas d'un taux d'hémoglobine supérieur à 9,8 avec un ordre ratio de plus de 2. Donc augmentation d'échec, augmentation de la résistance et augmentation de rechute. Donc les diabétiques, ils vont garder toujours les mêmes facteurs de risque qui est le diabète, qui est cet état immunitaire. Donc, dans cette étude prospective taïwanienne, il montre qu'il y a un risque accru de rechute de tuberculose pulmonaire chez les patients atteints de tuberculose et diabète avec un ordre ratio qui avoisine les deux. Alors, quelle est l'évolution? Donc, on a vu donc l'impact sur le traitement. Quelle est l'évolution de l'hyperglycémie donc, après le traitement de la tuberculose? Donc, l'inverse. Donc, on avait l'évolution de la tuberculose en cas d'association. Donc, maintenant, donc, c'est l'évolution de l'hyperglycémie après le traitement. Alors, on a dit que parfois, donc, c'est transitoire. Donc, d'ailleurs, plusieurs études, comme cette étude de Williams de 2022 qui montre une amélioration générale de l'hyperglycémie, y compris chez les patients qui souffraient d'un diabète préexistant. Et 10 à 50% des patients continuent à souffrir d'hyperglycémie après le traitement de la tuberculose. Et dans cette revue systématique, là aussi de Ménon de 2020, dans les pays à forte charge de tuberculose, l'hyperglycémie non résolutive à 3-6 mois se voit dans 11% des cas. Le traitement de la tuberculose améliore l'hyperglycémie et améliore le contrôle de la tuberculose. Il y a une diminution du taux de cortisol à la 4e semaine du traitement. On sait que le cortisol va favoriser l'apparition du diabète à la 4e semaine de traitement antituberculeux bien conduit et qui est maintenu à des niveaux faibles. Ce taux de cortisol est maintenu à des niveaux faibles si le traitement est bien conduit. Pour les patients en échec du traitement, ce niveau de cortisol reste élevé. Alors là aussi, donc, il faut dire donc, que le contrôle optimal de la glycémie est crucial
pour minimiser les complications et améliorer les résultats du traitement chez les patients atteints de tuberculose et diabète. Donc, il faut absolument améliorer le contrôle glycémique pour avoir les bons résultats du traitement de la tuberculose. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'après tous ces articles et ces études, le diabète non ou mal équilibré complique l'évolution d'une tuberculose associée et rend son traitement difficile. La tuberculose maltraitée pourrait déséquilibrer un diabète préexistant et tout déséquilibre de la glycémie et toute poussée d'acidocétose doit faire suspecter une infection et, entre autres, la tuberculose. Les patients diabétiques obtiennent des résultats malheureusement moins favorables sous traitement antituberculeux et le traitement de la tuberculose va contribuer à réduire l'hyperglycémie. Je vous remercie. Merci, professeur Borkadi, pour cette excellente présentation. Vous avez fait le tour d'horizon de toute la question et vous avez insisté sur les particularités de la prise en charge qui n'est pas facile sur le terrain. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette première plénière consacrée à la tuberculose de notre congrès. Nous arrivons à la 3e conférence et la dernière de cette plénière que j'ai le plaisir de commodérer avec mon maître, le professeur Afif, et monsieur le directeur de la DELM, monsieur Lioubi, docteur Lioubi. Et j'ai aussi le grand plaisir d'introduire professeur Mahtar, qui est enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et qui est chef de service d'ORL à l'hôpital 20 août du CHU de Casablanca, qui va nous traiter la tuberculose ganglionnaire cervicale, qui est la forme la plus fréquente des localisations extrapulmonaires. Elle pose beaucoup de problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Elle a des particularités. Je vous laisse découvrir avec notre professeur. À vous la parole, professeur Mahtar. Merci, docteur Saber, pour cette belle introduction. Donc, premièrement, je tiens à remercier le bureau de la Société marocaine des maladies respiratoires et son président, notre directeur, le professeur Afif, de m'avoir associé à cette table ronde à cette première matinée sur la tuberculose. Et on va traiter, moi, en tant qu'ORL, quels sont les challenges diagnostiques et thérapeutiques dans la tuberculose ganglionnaire au Maroc. Comme vous savez très bien que la tuberculose extrapulmonaire est en augmentation continue dans le monde. Au Maroc, elle représente 49% de l'ensemble des cas de tuberculose notifiés. La tuberculose ganglionnaire est la localisation extrapulmonaire la plus fréquente, 37%. La tuberculose a beaucoup moins de visibilité que la tuberculose pulmonaire. On s'intéresse beaucoup à la tuberculose pulmonaire qui commence un petit peu à diminuer et reçoit moins d'intérêt en raison principalement qu'il soit à faible potentiel infectieux. Pardon. Donc le problème, la tuberculose ganglionnaire est devenue un problème de santé publique par sa fréquence qui est en augmentation progressive. Et en plus de ça, il y a des différences dans les pratiques cliniques pour établir un diagnostic et une prise en charge correcte. Donc nous avons en matière de tuberculose ganglionnaire deux problématiques. La problématique, c'est une problématique diagnostique et la deuxième problématique, c'est un problème thérapeutique. On va démarrer par la première. Pourquoi nous avons cette problématique? Parce qu'en pratique de tous les jours, le diagnostic de la tuberculose est basé sur des arguments cliniques et histologiques. Donc nous faisons le diagnostic d'une maladie infectieuse par l'histologie, alors que le diagnostic d'une maladie infectieuse, vous le savez très bien, c'est par la microbiologie. Et donc, en plus de ça, l'histopathologie permet d'observer des lésions élémentaires qu'on utilise habituellement pour le diagnostic de la tuberculose. Il n'y a pas de preuve de confirmation, comme j'ai dit, bactériologique. L'histopathologie, elle est hautement sensible, mais elle est peu spécifique. Et la tuberculose, elle est caractérisée par une présence moindre, et ça, c'est qui rend encore le diagnostic difficile. C'est le bacille tuberculeux, est très difficile donc à diagnostiquer sur un prélèvement biopsique ganglionnaire. La deuxième problématique, il existe de nombreux types de gestion, et chacun ayant ses propres conduites.
Donc, est-ce qu'il faut faire que le traitement médical isolé ou un traitement médical associé à la chirurgie? Donc, les objectifs de notre présentation et de notre travail, c'est le but de ce travail à deux études. Nous avons fait deux études, une étude diagnostique et une étude pronostique. C'est-à-dire le rendement du diagnostic de la tuberculose au Maroc. Et une deuxième étude, c'est une étude pronostique. Quels sont les facteurs qui influent sur le recours au traitement chirurgical? Et tout ça pour proposer à la fin de l'étude des propositions concernant le diagnostic et le traitement de la tuberculose au Maroc. Pourquoi je parle au Maroc? Parce que à travers la première étude, nous avons fait l'étude dans 3 services d'ORL. 3 services d'ORL de Maroc. Cette étude a été faite à Casablanca, à Rabat et à Fès. C'est une étude qui a été menée par le ministère de la Santé. Et les 3 services donc, ont collaboré d'une manière exceptionnelle pour la réalisation de ce travail à l'échelle nationale. Donc, tous les critères d'inclusion, c'est tout patient admis pour une adénopathie cervicale avec suspicion de tuberculose. Nous avons notre arbre décisionnel devant une adénopathie cervicale en général, c'est-à-dire nous faisons tout ce qu'il faut pour éliminer un cancer des voies aérodigestives supérieures avant de dire que c'est une adénopathie qui peut être soit tuberculose ou un problème hématologique. Mais le plus important pour nous, notre hantise en tant qu'ORL, c'est plutôt éliminer un problème de cancer des voies aérodigestives supérieures. Et ça on le fait systématiquement pour tous nos patients avant d'aller dans cet arbre décisionnel pour faire le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un examen bactériologique sur le ganglion avec le GeneXpert. Nous avons fait donc un examen, une culture, et nous avons fait l'histologie pour la même adénopathie. Donc l'âge, vous voyez l'âge, sont toujours l'âge moyen. Et nous avons, c'est une série de 254 malades. Donc la série à l'échelle nationale, c'est 254 malades. Donc le diabète, elle représente que 3%. Donc sur les 254, nous n'avons que 7 malades qui avaient une tuberculose, sont des malades diabétiques. Le reste, donc, c'est la même chose que la tuberculose. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que l'histologie était positive lorsqu'on trouve un granulome tuberculoïde. L'histologie était positive chez les 149 sur les 250, ça veut dire que l'histologie était positive sur, on peut dire, 75% des malades. Alors que le GeneXpert était plutôt positif sur la moitié. 45-54, et négatif dans 54 et 45% des malades ont un GeneXpert qui est positif, alors que la culture n'était positive que chez les 10%. Donc 10% des malades qui avaient une culture positive, c'est pour vous dire que la culture n'a pas beaucoup d'intérêt en matière de diagnostic de la tuberculose ganglionnaire. On est plutôt dans la GeneXpert et dans l'histologie, mais l'histologie, on va le voir, quelle est sa sensibilité et spécificité. Donc ici, elle montre, lorsque nous avons un granulome avec ou sans nécrose caseuse, la sensibilité augmente. Il est on peut dire à 95%. Mais la spécificité baisse. Elle est à 66%, à 67%. Donc, on part de 95 de sensibilité à 67 de spécificité. Et vous voyez les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Lorsque nous avons pas de nécrose caseuse, ça veut dire qu'on va traiter des malades par excès, soit on va pas traiter d'autres patients. C'est-à-dire que nous allons le voir que 20% des malades sont traités sans diagnostic de tuberculose, alors que des malades qui ont la tuberculose, on ne va pas les traiter en partant par l'histologie. Donc la tuberculose, ça c'est dans la discussion, la tuberculose pulmonaire représente en 1980 63%, en 2015 48%, et la tuberculose extrapulmonaire était à 23%, et en 2015 il est 49%, et ce chiffre il est en augmentation progressive. Donc ici dans notre travail, ce que j'ai dit, la culture, la positivité n'était que dans 11%, les GeneXpert 45% et l'histologie en prenant tuberculoïde avec ou sans nécrose caseuse.
Donc, dans notre étude, vous voyez que ce que j'ai dit, la sensibilité, vous voyez les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Donc, le chiffre, si on prend avec nécrose caseuse, la valeur prédictive positive est à 67% et la valeur prédictive négative est à 82%. C'est à peu près 20% des malades qui vont être soit traités par excès ou non traités. Donc, pour conclure sur des recommandations, la présence du granulome avec nécrose caseuse augmentait significativement le rendement de l'histologie pour la confirmation de la tuberculose ganglionnaire. Le GeneXpert associé à l'histologie pourrait améliorer le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire dans les situations où l'histologie met en évidence de granulome tuberculoïde sans nécrose caseuse. Donc le GeneXpert, l'étude a montré que le GeneXpert plus a un intérêt lorsque l'histologie montrait un granulome tuberculoïde sans nécrose caseuse. Donc le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire pourrait être écarté quand l'histologie ne met pas en évidence le granulome tuberculoïde. Donc ça, c'était pour la première étude. Deuxième étude sur les facteurs pronostiques. Donc quels sont les facteurs prédictifs de l'échec des traitements médicaux en cas de tuberculose ganglionnaire dans notre population? Donc nous avons fait un travail uniquement dans le service ORL à propos de 104 patients. Donc les critères du diagnostic, c'est on est parti toujours par histologie, GeneXpert et culture. Donc des malades qui ont guéri que par le traitement médical et des malades qui n'ont guéri par le traitement médical et on a proposé un traitement chirurgical pour ces patients. Donc quels sont les facteurs que nous avons étudiés? Le premier facteur, c'était la taille des adénopathies. Deuxième, quels sont les facteurs démographiques, récidive après traitement médical, présence d'abcès et ou fistule au moment du diagnostic, résistance au traitement antibacinaire, développement des réactions paradoxales au traitement, la durée du traitement et la bilatéralité et la multifocalité de la tuberculose ganglionnaire. Donc ça a montré que la moyenne d'âge, c'est la même chose. Nous avons une population jeune, 24 ans, et puis le traitement médical était efficace que chez 28 malades et le traitement médical associé au traitement chirurgical chez 76 malades. Donc, on a pris le premier facteur qui est l'adénopathie, le seuil de 3 cm, et on a vu que cette taille était vraiment significative. C'était vraiment significatif c'est un facteur pour dire est-ce que le traitement médical va être efficace seul ou associé au traitement chirurgical. Deuxième facteur, c'est la récidive, c'est-à-dire la récidive ganglionnaire à la fin du traitement médical. Donc la récidive a été, d'après l'étude, c'est un autre deuxième facteur qui est statistiquement significatif comme facteur d'échec du traitement médical. La présence d'abcès et ou fistules au moment du diagnostic, vous voyez que la même chose, c'est un facteur qui est largement significatif. Et la résistance au traitement, la même chose. Donc c'est un facteur l'étude a montré que c'est un facteur qui joue un rôle très important dans l'échec thérapeutique. Et la réaction paradoxale au traitement, c'est certainement la même chose. Vous voyez, les chiffres ils montrent que la réaction paradoxale, c'est un facteur d'échec du traitement médical. Et puis la durée des traitements, l'arrêt du traitement 9 mois ou 6 mois, il n'y a aucune différence. Donc il n'y a pas de différence significative. Ce n'est pas un facteur d'échec. Ce n'est pas vraiment un facteur comme facteur pronostic de l'efficacité thérapeutique. Donc les autres facteurs, la durée d'évolution, l'âge, le sexe, tuberculose multifocale et la bilatéralité, tout ça ne sont pas des facteurs que l'étude a montré qui sont des facteurs d'échec thérapeutique. Donc dans la discussion, ce qui est retenu, que la taille des adénopathies supérieure à 3 cm, c'est un facteur pronostic majeur. Donc donné qui a été bien confirmé sur plusieurs études. Et deuxième, c'est la réaction paradoxale. Aggravation, apparition de nouvelles lésions après instauration du traitement médical. Donc, l'efficacité du corticoïde est controversée, mais très important, l'intérêt de la chirurgie lorsque nous avons une réaction paradoxale associée.
le traitement, ici un travail qui est sur le curage ganglionnaire. C'est la dissection, enlever tous les ganglions avant de démarrer le traitement antibacillaire. Ce travail a montré qu'il y a une réduction de la durée thérapeutique. Si d'emblée on commence par le traitement chirurgical, ça réduit, vous voyez, 205 au lieu de 372. Donc les points forts de ce travail, c'est la population marocaine, analyse multivariée de plusieurs facteurs. Et les limites, c'est plutôt, on n'a pas vraiment étudié le statut immunologique. Et l'échantillon 104, ce n'est pas un échantillon qui est très important. Donc la technique chirurgicale, c'est on enlève l'adénopathie. Et ce travail que nous avons a été déjà publié dans les annales de médecine et de chirurgie. Les recommandations, nous, dans la pratique de tous les jours, c'est chaque fois que nous avons une adénopathie supérieure à 3 cm, plutôt on recommande de faire un curage ganglionnaire. Deuxième, lorsque nous avons un abcès ou une fistule, c'est plutôt aller vers enlever le maximum. Et la récidive après traitement médical, plutôt aller vers la chirurgie et proposer encore le traitement médical. Et une résistance documentée au traitement antibacillaire. Le traitement chirurgical trouve son intérêt et la réaction paradoxale. Donc, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. On a beaucoup appris et nous nous réjouissons d'avoir mené la première étude ensemble, avec des résultats déjà très probants, et je pense que les 3 présentations ne vont pas manquer d'attirer l'intérêt des participants, et je vois déjà Dr Bakhatar qui se positionne pour poser des questions, et donc j'invite les autres collègues, professeur Benradem et madame. Donc j'ai déjà 3 intervenants, à là on donne la parole 5, donc j'ai une liste de 5, on commence et on pose des questions d'abord et puis on donne la possibilité aux intervenants de répondre aux questions qui leur sont destinées. Voilà, docteur. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'association et au comité d'avoir programmé ces interventions sur la tuberculose. Je commence par le dépistage. Mes questions, c'est concernant le dépistage de la tuberculose. Alors, la première question, c'est le secteur privé. On n'est pas renseigné sur le dépistage jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de formation, on est très demandeur. J'encourage, c'est une bonne initiative, mais dans le secteur libéral, c'est les malades qui rentrent avec le traitement et on nous demande notre avis. Plus que ça, ils ont bénéficié d'une intradermo au centre de dépistage. Ils vont eux-mêmes faire le quantiférant et ils viennent nous voir avec le quantiférant. Et ils confondent entre chimioprophylaxie et maladie. Et donc, pour jouer notre rôle, on est très demandeur de nous faire une petite formation à travers le Maroc pour qu'on puisse collaborer avec l'épidémiologie. Alors, on voit aussi des malades qui n'habitent pas sur le même foyer et qui viennent avec le traitement de la chimioprophylaxie et on ne sait pas quoi faire. Et moi, je voudrais vous raconter une histoire qui était en France il y a une quinzaine d'années. Et dans les banlieues de Paris, il y avait une dame qui visite son fils, une dame marocaine qui visite son fils en France et qui avait une intradermo négative alors qu'il y avait un cas de tuberculose dans le foyer. On lui a mis sous chimioprophylaxie, il a développé une hépatite fulminante, on l'a greffé, il a fait le rejet de greffe et il est décédé. Et donc, c'est pas facile de prendre la décision de mettre quelqu'un sous antibacillaire s'il ne faut pas. Et encore une fois, je suis demandeur qu'on fasse un staff entre nous, les pneumologues, sur la tuberculose, secteur libéral et secteur public. Parce que je sais que ça se fait dans le secteur public, mais nous, on est le secteur libéral. On a besoin de ce staff pour pouvoir collaborer et discuter nos cas. Et merci. Merci Siba Khatar. On te considère toujours dans le secteur public. Tu es un transfuge récent vers le secteur privé. Je pense que ta requête n'est pas tombée
dans une oreille de sourd. J'ai à côté de moi Dr Lioubi et je pense que donc il n'y a aucun problème à organiser des formations. Effectivement, on ne peut être que preneur. C'est vrai que des fois, pour trouver les créneaux horaires qui conviennent à tous les collègues du secteur libéral ou du secteur privé, ça pose un challenge pour nous, mais nous essayons à chaque fois de nous adapter. Et mieux que ça, donc au-delà de cette question de formation, pour communiquer autour des stratégies qui sont élaborées, d'ailleurs par les professionnels, par le comité scientifique, ce n'est pas nous qui élaborons ces protocoles et ces algorithmes de dépistage. Donc mieux que ça, maintenant nous sommes en train d'aller de plus en plus vers des partenariats pour mettre à la disposition des professionnels du secteur libéral les traitements pour leur permettre de prendre, parce que le traitement il est encore gratuit et assuré par le ministère de la Santé. Donc nous sommes en train de généraliser cette question pour permettre aux collègues du secteur libéral de prendre en charge leurs malades, bien sûr moyennant l'utilisation du système d'information. Merci beaucoup, Dr Lioubi. Je voudrais juste annoncer, et c'est Bakhatari avec nous dans le bureau de l'ASMMR, que l'ASMMR va organiser vers le mois de juin. Donc on va fixer donc la date, si ce n'est pas déjà fait, donc on va l'annoncer tout à l'heure. Donc toute une journée sur la tuberculose. Donc il n'y aura que la tuberculose du matin jusqu'au soir. Donc, et vous êtes cordialement conviés à cette journée. Professeur Ben Ghalem. Agina. D'abord, merci de l'invitation. Moi, ma question, c'est pour Dr Pirot de la DELM, que je remercie beaucoup. Alors, moi, j'ai deux remarques. Je me sens directement concerné puisque les deux groupes qui ont le plus haut risque de réactivation sont les dialysés et les greffés. Alors, les dialysés au Maroc, c'est 40 000 dialysés dans des centres de dialyse. Donc, ils vont passer grosso modo 15 heures en collectivité avec d'autres maladies du personnel pour le risque de contamination. On va avoir 4 000 nouveaux incidents qui vont se rajouter dans des centres de dialyse. C'est une tuberculose souvent extrapulmonaire, souvent allergique, souvent non bactériologique et souvent non histologique. Donc c'est un très gros problème diagnostique. Or, ce que propose l'OMS dans le dépistage, c'est-à-dire des symptômes cliniques et de la radiologie, est complètement inadéquat. En dehors de l'hémoptysie qui est rare parce que c'est extrapulmonaire, tout le reste, fièvre, perte de poids, etc., c'est très peu spécifique. Donc on est sur un vrai challenge diagnostique, c'est comment passer à autre chose et faire très vite. Ça, c'est le premier point. Donc on ne peut pas, à mon avis, de mon point de vue, placer les dialysés au même titre, avec les mêmes outils avec les autres, et peut-être passer à d'autres niveaux d'outils diagnostiques qui sont basés plus, j'allais dire, sur l'ADN, etc., c'est autre chose. Alors pour les greffés, la problématique est autre chez nous. Chez les greffés, bon, on fait, actuellement, il y a quelques 600-700 greffés d'organes au Maroc. On fait globalement 50 greffes tous les ans. Et la problématique qui nous est posée, c'est est-ce qu'on fait ou pas un traitement préventif de la tuberculose. Ce n'est pas un problème de diagnostic d'une tuberculose. C'est ne pas avoir de la tuberculose après greffe. Les pays occidentaux qui ont l'expérience de la greffe, eux, ils ne se posent pas de questions, ils font des traitements préventifs directement chez des patients qui ont fait de la tuberculose ou qui viennent d'un pays endémique. Alors chez nous, on n'ose pas, parce qu'on a eu beaucoup de débats, je me rappelle des réunions avec nos amis pneumologues, sur est-ce qu'on fait des traitements préventifs, on ne le fait pas, on est dans un pays d'endémie, il y a la résistance, nous on ne veut pas utiliser le protocole que vous avez parce que c'est néphrotoxique, etc. Et donc nous on hésite. C'est vrai que, mais après on a la tuberculose, on a des formes graves, on a des cérébrales, on a vraiment des choses assez graves. Et nous, on a absolument besoin de se doter d'outils qui nous permettent de répondre à la question, faut-il, on est dans un pays d'endémie, faut-il ou pas faire un traitement préventif, systématique ou non, chez un candidat à la greffe. Et ça, c'est une grande problématique qui pose le problème de la résistance des antibacillés, etc. Donc voilà, c'est les deux enjeux qu'on nous a. Merci, Sibn Ghalem, pour deux questions très pertinentes. Si Yassir, Gina.
Merci, Monsieur le Président. Donc, par rapport à la question relative, donc l'indication du traitement, en tout cas la deuxième question relative à l'indication de traitement préventif chez les patients, donc en préparation à une greffe, donc l'OMS le recommande, donc au niveau du programme, donc on a comme directive de traiter de manière systématique, donc de proposer de manière systématique un traitement préventif. Une fois que le dépistage donc, de la tuberculose a pu écarter finalement une tuberculose chez ce patient. Donc l'indication est systématique chez ces patients. Donc chaque fois qu'on va proposer un patient en préparation d'une greffe d'organes, il est mis sous traitement. Donc on doit leur proposer un traitement préventif pour éviter donc, que ce patient fait une tuberculose au cours de son traitement pour la greffe. Pour la première question, donc, relative donc, les hémodialysés, en tout cas, les outils qu'on a adoptés au niveau du programme en matière de dépistage, je parle bien sûr en matière de dépistage de la tuberculose, c'est on se base sur le dépistage clinique et radiologique, c'est les outils les plus sensibles en matière de dépistage. Certes, ils manquent de spécificité, on se base sur le dépistage clinique, on associe à la fois plusieurs symptômes évocateurs de la tuberculose et la radiographie thoracique. Certes, il y a des formes de tuberculose extrapulmonaire qui vont échapper à la radio thoracique, mais ce sont les deux outils. Dépistage clinique à la recherche d'au moins un des symptômes évocateurs de tuberculose sur la radiographie, c'est l'outil le plus sensible qu'on a à notre disposition. Et la spécificité vient par la suite avec les tests de diagnostic. C'est le recours aux tests moléculaires, notamment par l'expert, qui va amener finalement la spécificité et confirmer le diagnostic dans un deuxième temps. Mais on ne peut pas s'amuser donc à faire une demande d'un examen moléculaire, un examen vectorologique à travers l'expert, à tous les patients, donc à tous les hémodialysés, même s'ils sont asymptomatiques, le risque de faux négatif dans ce cas donc, va être très élevé, donc et le rendement finalement ne sera pas très bon. Donc il va faire un premier filtre par rapport à un dépistage clinique, plus la radiographie thoracique, et un deuxième filtre à faire avec les examens bactériologiques, peut-être le choix des signes cliniques qu'il va falloir donc adopter. Donc, autres que sont proposés, on peut le discuter donc, avec les membres de l'association nationale des médecins, des hémodialystes, en tout cas l'association américaine des médecins, des néphrologues. On pourra discuter finalement qui sont les signes cliniques à adopter au niveau de l'algorithme pour avoir plus de spécificité par rapport à ce sujet. Merci. Merci, Si Yassir. C'est Bolqadi. Je peux ajouter un petit mot. Je pense le dépistage de la tuberculose chez les hémodialysés, on va dépister une infection tuberculeuse chez un malade qui est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de symptômes. Et donc, chez ce malade, on va demander des tests immunologiques, à savoir les IGRA ou l'intradermoréaction ou les tests antigéniques spécifiques. Je pense que quand même, chez les hémodialysés, le quantifiant peut être positif. Et ça va nous aider, si un malade qui est asymptomatique, pour démarrer un traitement préventif chez ces malades. Alors, alors il nous reste Madame Lagoudi, Madame Gouaïed, Simziane. Puis j'ai aussi une question à poser, c'est Rami. Pour professeur Benralem, donc l'insuffisance rénale au stade d'hémodialyse et le greffé, c'est un groupe à risque, comme a dit professeur Bolqadi et monsieur et docteur Pirot. D'ailleurs, dans notre pratique de tous les jours, donc l'hémodialysé chronique, c'est la difficulté, comment éliminer une tuberculose active chez l'hémodialysé. Donc il faut prendre beaucoup de temps pour éliminer une tuberculose active avant d'instaurer un traitement préventif. Le traitement préventif, il est à base d'isoniazide pendant 6 mois et on associe la vitamine B6. Donc, c'est un groupe à risque, que ce soit pour le dépistage de la tuberculose active et que ce soit pour le dépistage de la tuberculose latente, que ce soit pour l'insuffisance rénale et que ce soit pour le patient qui est préparé pour la greffe. C'est une recommandation du ministère et c'est connu et on le fait sur le terrain. Pour l'intradermoréaction, il y a maintenant des nouveautés, c'est-à-dire il y a plusieurs seuils. Il y a le seuil de 5 mm, le seuil de 10 mm et le seuil de 15 mm. Pour l'hémodialysé chronique et pour celui qu'on prépare pour la greffe, on considère la positivité à partir de 5 mm. Et pour le quantiférant, on a des patients positifs avec le quantiférant.
Bonjour tout le monde, je vais être bref. Alors, suite à l'intervention du professeur Borkadi, est-ce qu'il ne serait pas légitime de penser à dépister le diabète chez tout tuberculeux pris en charge? C'est Borkadi. Réponse courte. Je pense qu'on a dit ça. Donc, chez tout diabétique, au moment du diagnostic, il faut demander les signes respiratoires. Et au moment des suivis, il faut toujours demander. Alors là, ce qu'il faut pour nous, pneumologues, chez un diabétique, surtout chez un malade qui a une tuberculose, s'il a un âge supérieur à 40 ans, il faut toujours faire une glycémie. Donc je pense qu'une glycémie, il faut la faire chez ces malades. Très bien, merci. Madame Bouayed. Merci. Sabah al-khair, tout le monde. Ravi de me retrouver encore une fois avec les collègues ici dans cette réunion. Moi, j'ai un commentaire d'abord. Le premier, c'est l'objectif de l'OMS qui est d'éradiquer la tuberculose en 2030, en 2035. Moi, je reste pessimiste. D'habitude, je suis très optimiste. Mais de ce côté-là, on est très, très, très pessimiste. C'est pour cela que nos efforts doivent être encore plus multipliés. Et je te remercie, Afif, en tant que bureau président de la SMML, de prévoir une journée, continuer à travailler dans la sensibilisation de tous les partenaires qui travaillent dans ce domaine et tout le corps médical. Alors, maintenant, on se base sur le dépistage dans tous les secteurs. Il y a un secteur, malheureusement, qui est un petit peu oublié et qui est très, très, très bénéfique. C'est le secteur libéral. Bakhatar a parlé de ça, mais le secteur libéral, nous avons une petite expérience en tant qu'ONG. On a des difficultés pour accéder à ce secteur. Mais il faut que le ministère s'organise pour prévoir d'agir au niveau de ce secteur. Deuxième secteur, qui est celui du ministère de l'Intérieur, les BMH. Les BMH, c'est une véritable pépinière des patients, de pouvoir bénéficiaires du dépistage. Et au niveau des BMH, nous avons une expérience en tant que SOS tuberculose et maladie. On dépiste des cas au niveau des BMH, que ce soit les diabétiques ou les autres maladies chroniques. Maintenant, pour la tuberculose ganglionnaire, c'est un grand problème. C'est un grand problème chez nous. Parce que souvent, les patients se présentent déjà avec des fistules, des écrouelles, des problèmes. Alors, je partage avec vous une étude qui a été faite dans le service fin années 80. Et on avait fait une étude prospective de tuberculose ganglionnaire avec le service de l'oreille. Et on a démarré 3 régimes. Le lot de 2 mois, le lot de 4 mois et le lot de 6 mois. Et on a contrôlé ces lots avec la confirmation de culture, avec un bilan, d'autres localisations de la tuberculose, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat. On a constaté que les malades, à partir du 4e mois, du traitement médical, soit que le ganglion disparaît au bout de 4 mois, soit que le ganglion persiste, et à ce moment-là, on continue jusqu'à 6 mois. Tout ça pour vous dire que le problème de la tuberculose ganglionnaire, il y en a qui continuent à traiter jusqu'à 18 mois, ça ne sert strictement à rien. On s'arrête à 6 mois, et puis s'il n'y a pas de résultat, et si le ganglion est ferme, on passe directement à la chirurgie. Merci. Merci Madame Bouayed. Non. Marhaba Madame Bouayed, marhaba. Donc il nous reste 10 minutes, on a encore 4 personnes qui veulent prendre la parole. Donc je vous demande de poser des questions courtes
et je demande aux intervenants de donner des réponses courtes. De la Simzienne. Merci, Monsieur le Président. Également à mon tour donc, de féliciter donc, les différents orateurs qui ont présenté d'excellentes présentations sur cette session de la tuberculose. Ma réflexion, tout d'abord, en ce qui concerne, je ne vais pas revenir à la requête de professeur Bakhatar sur le point de vue de l'amnistie libérale. Je ne fais que rappeler le partenariat donc, public-privé qui a été initié par notre ministère de la Santé, par le DELM. Ça d'une. Je parle, en ce qui concerne le dépistage, comme directive qui a été dit par notre ami Dr Pirot, en ce qui concerne le dépistage systématique de la tuberculose, c'est les diabétiques. Certes, c'est bien, mais sur la pratique, je me conçois très mal, effectivement, que les collègues, aussi bien généralistes que les endocrinos, en dehors de la clinique, qu'ils font un dépistage vrai pour aussi bien au diagnostic initial, mais surtout dans le suivi de ces malades diabétiques. L'autre point, je voulais insister en ce qui concerne dans le cadre de la tuberculose ganglionnaire. Je ne fais que rappeler comme quoi le diagnostic est un diagnostic bactériologique. Le granulome tuberculeux n'est pas un élément de diagnostic, c'est un élément clinique. Ce n'est pas un élément de confirmation. Et je voulais soulever un autre challenge en ce qui concerne l'épidémiologie dans le cadre de la tuberculose, les zoonoses. Et on sait très bien, dans notre pays, l'élevage constitue la prévalence de la tuberculose, c'est le bétail et le de l'ordre de 25% qui varie selon les régions. Quel est l'impact de cette prévalence, donc le bétail infecté, sur la tuberculose ganglionnaire cervicale? Merci. Merci Simzienne. La parole aux différents intervenants. Questions sur la tuberculose ganglionnaire, sur le diabète, sur le dépistage. Je pense pour le Réponse courte, s'il vous plaît. Pour le dépistage du diabète, je pense le ministère de DNM, on a fait un guide qui date quand même de 2014 et on a associé les endocrinos sur ce guide. Donc il y a un guide qui était édité. Donc en principe, les endocrinos doivent être, c'est-à-dire à travers leur société savante, doivent diffuser les recommandations de ce guide où il y avait bien sûr la recommandation pour le dépistage systématique. La deuxième question. C'est bon. Pour la tuberculose ganglionnaire, le diagnostic, dans les recommandations pratiques de tous les jours, on a commencé à faire aussi bien l'histologie que le GeneXpert. Donc cette association nous a permis donc d'améliorer le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire. Après le traitement, nous on ne traite pas le traitement médical de la tuberculose ganglionnaire, c'est plutôt nous envoyer nos malades aux pneumologues et c'est les pneumologues normalement qui font le retour. Après 6 mois de traitement, ou 4 mois, ou 2 mois, ils nous disent que cette adénopathie n'a pas bien répondu au traitement médical, il faut faire quelque chose. Donc on fait nous le traitement chirurgical et donc c'est une collaboration dans la prise en charge. Certainement en pratique il pose un problème, mais on collabore dans ce sens. Merci. Donc pour la tuberculose bovis, donc il y a l'Institut Pasteur qui ont fait la culture sur les bécas qui ont été isolés. C'est du tuberculose hominis. Donc il n'y a pas de bovis sur ce qui a été cultivé. Maintenant il faut élargir, refaire, donc pour voir. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas cette preuve. Il y a Serrami, il y a Madame Yassine, il y a une dame derrière, et puis il y a notre ami Seali qui va clôturer les questions. Merci aux organisateurs. Moi, je profite de la présence de nos responsables au ministère de la Santé pour m'expliquer un peu sur le mot éradication. C'est-à-dire, on va assister à un événement équivalent à la variole ou à la poliomyélite. Le programme de l'OMS, bien sûr, dont émanent tous ces objectifs, et en fixant 2030 ou 2035, alors que la société marocaine pose des grands problèmes, en plus des moyens, le traitement est fourni par l'État, d'un phénomène socio-culturel. Nous avons toujours des gens qui boudent le traitement, qui font des arrêts, qui font ceci, qui font cela. Comment on va s'attaquer à cette situation? Merci. Je vous remercie pour ces 2 questions très pertinentes. Je tiens à rappeler qu'il n'a jamais été question d'éradiquer la tuberculose, que ce soit au niveau de l'OMS ou bien à l'échelle nationale, parce que éradiquer
comme vous l'avez bien expliqué, ça ne s'applique à l'heure actuelle qu'à la variole. Et encore, parce que par définition, éradiquer une maladie veut dire qu'on n'a plus de cas de maladie et l'agent causal de la maladie en question n'existe plus dans la nature. Ce qui pourrait ne pas s'appliquer même à la variole, parce qu'il existe encore des virus au niveau de quelques laboratoires. Et donc, pour la tuberculose, ainsi que pour d'autres maladies, la polio n'est pas encore éradiquée. Il y a eu un objectif qui était fixé pour 2000, on ne l'a pas encore atteint et les échéances sont de plus en plus repoussées pour les difficultés que l'on connaît tous. Donc, il est question d'éliminer, c'est-à-dire faire baisser le niveau de problème que pose la maladie en question à un niveau acceptable et maîtrisable pour la santé publique, ce qui est le cas pour la rougeole, par exemple, sauf qu'on a eu cette catastrophe, pas uniquement au Maroc, mais aussi dans d'autres pays. Mais pour la tuberculose, il est question, selon ce qui est prévu dans le cadre des objectifs de développement durable, d'éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique. Mais je suis d'accord avec Madame professeur Bouaïed que moi, en tout cas, je fais partie des pessimistes par rapport à cet objectif. La deuxième question, ça fait, c'est bon, merci beaucoup. Madame Yassine, question courte, très courte. Il nous reste 2 minutes. Bon, je voudrais juste revenir sur le problème de la tuberculose ganglionnaire, qui souvent pose des problèmes. Il y a des cas difficiles à gérer, car malgré un traitement adéquat, souvent prolongé au-delà de la durée recommandée, le ganglion, il persiste, continue à augmenter de volume ou apparaît après arrêt du traitement. Et donc, je pense que l'exérèse chirurgicale doit être recommandé, donc elle est justifiée, bien sûr, couplée, bien entendu, au traitement antivacillaire. Donc, pensez à réséquer le ganglion pour ne pas effectivement donc, se retrouver devant des problèmes difficiles à gérer par la suite. Voilà. Merci. Je pense l'étude de mon ami a montré que la durée prolongée du traitement ne sert à rien. Donc, tout d'abord, ne sert à rien. Deuxième chose, la réaction paradoxale, elle est fréquente dans la tuberculose. C'est la première cause qui donne la réaction paradoxale. Et on sait que dans la plupart des études, plus de 10% des malades vont garder des adénopathies. Et la réaction paradoxale, elle est définie par une apparition, une persistante ou apparition d'autres adénopathies après la fin du traitement. Donc il ne faut pas se précipiter sur le traitement chirurgical, il faut laisser le temps au temps. Et généralement, j'ai vu pas mal de malades que je suis à ma consultation pendant 2 ans, 3 ans. Ils ont gardé des adénopathies asymptomatiques, bien sûr, sans problème, sans chirurgie. On est d'accord. Madame, allez-y. Question courte, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc, je continue juste avec Rapprochez-vous du micro. professeur Yassine pour parler de la tuberculose ganglionnaire. Le problème qui se pose pour nos pneumologues, c'est après la fin du traitement, des 6 mois ou des fois on prolonge jusqu'à 9 mois. Vu la persistance des adénopathies, comme c'est indiqué, on adresse le patient aux ORL pour faire l'exérèse chirurgicale. Malheureusement et généralement, ce qui est fait, c'est que le malade nous est réadressé avec une anapathe où il y a le granulome avec nécrose caséeuse, chose qui est normale vu que c'est une tuberculose, mais qu'il nous demande de reprendre le traitement. Et donc là, on est confronté à ces difficultés. Je pense que Sibor Qadi a répondu à votre question. Le plus important, c'est la démarche initiale. La démarche initiale qui est très importante, c'est par rapport à la taille de l'adénopathie. Ce que nous avons trouvé, que c'est la taille de l'adénopathie qui est un facteur qui est important. Lorsque l'adénopathie dépasse d'emblée, au début, il faut enlever tout le ganglion. Lorsque le ganglion est extirpable, parce que lorsque le ganglion est plutôt, il est trop inflammatoire, vis-à-vis il y a la carotide, la jugular, c'est très difficile de l'enlever en totalité. Mais lorsque l'adénopathie est grosse, elle est extirpable, il faut faire le diagnostic à travers tout le ganglion. On fait plutôt un curage ganglionnaire, plutôt qu'une biopsie ganglionnaire. Et ça, c'est important, on démarre d'emblée par le traitement médical, il reste pour les petites adénopathies de quelques millimètres, et on peut faire le traitement d'une manière efficace. Merci Assim Mkhtar, merci d'avoir précisé ce point à plusieurs reprises dans l'intervention, sachant que lorsque vous parlez taille ganglion, vous parlez de retard de prise en charge.
Il faut dire aussi qu'il faut rapidement prendre en charge les malades qui ont des adénopathies. Il ne faut pas laisser les adénopathies grossir. Il y a des fois la responsabilité du patient, il y a des fois la responsabilité du médecin. Rapidement, je pense que la taille de l'adénopathie peut être en rapport avec du caséum. C'est-à-dire si on peut faire une... j'ai vu des malades, ils ont une taille de 5 cm, je fais une ponction pour faire des BK, l'adénopathie redevient très petite. Et dans ce cas, ce n'est même pas la peine. Le traitement de la tuberculose ganglionnaire, c'est un traitement essentiellement médical. Il n'a pas dit le contraire. La réaction, il a dit qu'il faut enlever le ganglion lorsqu'il est gros. La taille de l'adénopathie est responsable de l'apparition de réactions paradoxales. Je suis tout à fait d'accord. Et la réaction paradoxale n'est pas nécessairement un traitement chirurgical, sauf des cas particuliers. Très bien, c'est Ali. Tfaddal. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Je voulais faire quelques petites remarques. La première remarque consiste justement en cette confusion des objectifs de l'OMS. L'OMS l'a dit clairement. 2035, c'est freinage de l'épidémie. Ce n'est pas éradication de la maladie. C'est deux choses tout à fait différentes. La maladie, elle ne sera jamais éradiquée, puisqu'on dit que la tuberculose, c'est l'épouse de l'humanité. Donc, elle va tout le temps être avec nous, et ça ne partira pas. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est le point des ganglions, le problème des adénopathies. Je vais vous donner mon avis. On vient juste de publier un papier qui va sortir concernant cela. Je vais vous dire. Pourquoi on l'appelle tuberculose? Si c'était une maladie infectieuse, on l'aurait appelée mycobactériose. Donc on l'appelle tuberculose parce qu'il y a un autre revers qui est l'hypersensibilité, c'est-à-dire le côté immunologique. Quand on traite les adénopathies, on ne traite jamais le côté immunologique. On traite le côté infectieux. Et nous, on s'acharne justement à continuer à traiter chaque fois le côté infectieux. On prolonge, ce qui est complètement inutile. Et quelquefois, la taille est en rapport avec l'hypersensibilité, qui est un processus personnel. Donc, en ce qui me concerne, j'ai donné mon avis concernant le papier qui va sortir. Je n'opère jamais un patient quand il termine son traitement. Il faut lui laisser le temps. Si l'adénopathie persiste, s'il y a des phénomènes inflammatoires, on y va. Sinon, ça refroidit au bout quelquefois de 6 mois, 1 année. Il ne faut jamais être pressé en matière de tuberculose ganglionnaire. Et puis un autre facteur pour notre ami Aurel, c'est le bacille incriminé. Parce que si vous avez un bacille humain, un bacille atypique, un bacille bovin, vous n'avez pas les mêmes formes d'évolution. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps dans cette pathologie et ne pas forcément opérer, sauf dans les formes compliquées avec les écrouelles où il faut éviter d'opérer. Et moi, je vais vous dire, sur le plan pratique encore, dans ces formes-là, les injections de rifocile local donnent d'excellents résultats quelquefois pour refroidir et pour opérer à froid plutôt qu'opérer à chaud. Voilà, je vous remercie. Merci, Ali, pour ces remarques très pertinentes. Et je pense qu'on va lever la séance. On peut continuer la discussion après. Avec l'accord de M. Youbi, donc il y a 3 recommandations de cette session. La première, donc on va les faire avec le ministère et la SMMR. La première, c'est de voir avec les collègues privés et aussi les collègues des autres secteurs, d'organiser des webinaires dans la soirée à partir de 19h sur les thèmes qu'on va décider ensemble. On a l'accord du ministère de la Santé pour qu'on puisse faire ces webinaires et qu'on puisse prendre à travers ces webinaires des recommandations pour la prise en charge des tuberculeux, y compris dans le secteur privé. Deuxième recommandation, c'est de faire avec les néphrologues donc, qui nous ont accompagnés dans cette session. On leur souhaite la bienvenue. Une étude, donc SMMR, Société de néphrologie et ministère de la Santé, sur la tuberculose chez les malades dialysés et les malades greffés. Et la troisième, donc c'est avec le ministère de la Santé, de lancer une étude sur le dépistage de la tuberculose chez les malades diabétiques. Donc on le fera aussi donc, avec la SMMR et le ministère de la Santé et la Société d'endocrinologie. Merci beaucoup pour votre attention. On est obligé de libérer la session. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Merci.